Le sang coulait sur le front du bébé lorsqu'Esha Carter ouvrit la porte de la chambre principale du manoir Harrison. Le petit Michael, âgé de seulement 12 mois, gisait immobile sur le sol en marbre, tandis que sa mère, Victoria Harrison, restait inconsciente sur le lit king size, avec une seringue encore accrochée à son bras droit. L'odeur douce et nauséabonde de l'héroïne flottait dans l'air comme un fantôme invisible. Esha laissa tomber le plateau en argent qu'elle portait. Le bruit résonna dans le manoir silencieux comme un coup de feu. Ses 23 ans de vie ne l'avaient jamais préparée à une telle scène. Elle travaillait comme femme de ménage dans cette maison à Beverly Hills depuis seulement 2 semaines, mais savait déjà que quelque chose n'allait terriblement pas avec l'épouse du magnate des affaires David Harrison. Mon Dieu, Michael. Esha courut vers le bébé, vérifiant sa respiration. Le garçon était vivant, mais le coup à la tête saignait abondamment. Ses petites mains tremblaient, et ses yeux bleus étaient fermés. Victoria ne bougeait pas d'un centimètre, perdue dans son monde de drogue et d'autodestruction. Sans hésiter, Esha prit le téléphone de la table de chevet et composa le 911. Ses mains tremblaient alors qu'elle parlait à l'opératrice, expliquant la situation désespérée. En attendant l'ambulance, elle prit Michael dans ses bras, pressant une serviette propre contre sa blessure à la tête, murmurant des paroles de réconfort que sa propre grand-mère avait l'habitude de dire. L'ironie de la situation n'échappa pas à Esha. Elle avait grandi dans le quartier pauvre de Détroit, fille d'une mère célibataire qui travaillait à 3 emplois pour mettre de la nourriture sur la table. Elle n'avait jamais connu le luxe, mais avait eu de l'amour. Là, dans ce manoir de 15 millions de dollars, un enfant mourait alors qu'il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf ce qui comptait vraiment. David Harrison arriva chez lui 40 minutes plus tard, encore vêtu de son costume italien à 3 000 $. L'hélicoptère privé avait atterri dans le jardin du manoir quelques minutes avant le départ de l'ambulance. Esha n'oublierait jamais l'expression sur son visage quand elle expliqua ce qui s'était passé. D'abord le choc, puis la colère, et enfin quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir dans les yeux d'un homme aussi puissant, une gratitude sincère. « Tu as sauvé mon fils », furent les premiers mots que David dit à Esha à l'hôpital. Il se tenait près du berceau où Michael dormait, avec des points de suture au front et sous surveillance 24 heures sur 24. Victoria avait été admise à la section de réhabilitation, mais David mentionna à peine sa femme. Toute son attention était concentrée sur son fils et sur la femme qu'il avait sauvée. Dans les jours qui suivirent, pendant que Michael se rétablissait à la maison, David fit à Esha une proposition qui allait changer sa vie pour toujours. Au lieu d'être femme de ménage, elle deviendrait la nounou principale de Michael, avec un salaire triplé et un logement garanti dans le manoir. Esha accepta, mais il y avait quelque chose dans le regard de David qu'elle ne pouvait pas totalement déchiffrer. Ce qu'Esha ne savait pas, c'est que David avait découvert quelque chose de perturbant à propos de Victoria ces derniers mois. Les caméras de sécurité réparties dans la maison révélaient des comportements étranges de la part de son épouse quand il voyageait pour affaires. Victoria ne se contentait pas de consommer de la drogue. Elle vendait des bijoux et des objets précieux de la famille pour entretenir son addiction. Elise Morton, la gestionnaire de la propriété Harrison depuis 15 ans, observait avec méfiance la proximité croissante entre David et Esha. Femme blanche d'une 50aine d'années, Elise contrôlait toujours tous les aspects du manoir d'une main de fer. L'arrivée d'Esha représentait une menace directe pour son royaume de pouvoir, surtout lorsque David commença à consulter la jeune nounou pour des décisions liées à Michael. « Cette fille ne sait pas où elle met les pieds », murmura Elise pour elle-même en regardant Esha jouer avec Michael dans le jardin. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est qu'Esha avait ses propres secrets. Avant de travailler au manoir Harrison, elle avait étudié le développement de l'enfant pendant 2 ans à l'université, abandonnant ses études seulement par manque d'argent. Victoria revint de réhabilitation après 3 semaines, apparemment sobre et déterminée à reconquérir sa place de mère. Mais Esha remarqua des détails que personne d'autre ne vit. Les yeux rouges de Victoria le matin, les petits objets qui disparaissaient de la maison, et surtout la façon dont Michael pleurait chaque fois qu'il restait seul avec sa mère. Une nuit, pendant que David voyageait à New York, Esha entendit des bruits étranges venant de la chambre de Victoria. En enquêtant discrètement, elle découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Victoria était au téléphone, chuchotant à propos des « une dernière livraison » et mentionnant le nom de Michael d'une façon qui terrorisa complètement Esha. Si cette histoire de courage et de protection vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment Esha va affronter les défis à venir. Le lendemain matin apporta des révélations troublantes. Esha se réveilla tôt pour préparer le petit déjeuner de Michael lorsqu'elle trouva Victoria dans la cuisine, parlant doucement au téléphone. La femme raccrocha rapidement en voyant Esha, mais pas avant qu'elle n'entende des fragments de la conversation. Le plan fonctionne. Il ne soupçonnera jamais. L'enfant est la clé de tout. Victoria sourit de manière forcée à Esha. « Bonjour, ma chère. Je parlais juste avec ma sœur. » Mais Esha savait que Victoria n'avait pas de sœur.
David l'avait mentionné lors d'une de leurs conversations sur la famille. Elise Morton apparut alors dans la cuisine, portant un dossier de documents. Ses yeux froids balayaient Victoria et Esha, comme un prédateur calculant sa proie. « Mademoiselle Carter, » dit-elle d'un ton condescendant, « je dois vous rappeler que votre rôle ici est de vous occuper de l'enfant, pas d'espionner les conversations des autres. » « Je n'espionnais pas, » répondit calmement Esha, mais intérieurement sa colère bouillonnait. Elise trouvait toujours des moyens subtils de la rabaisser, surtout devant Victoria. « Je préparais juste le petit déjeuner de Michael, comme toujours. » Victoria rit de façon artificielle. « Bien sûr, Esha, tu es si dévoué. » Mais il y avait quelque chose de venimeux dans son ton qui fit frissonner Esha. « En fait, je pensais qu'il était peut-être temps que je reprenne entièrement soin de mon fils. Après tout, ça fait presque un mois que je suis propre. » Le cœur d'Esha s'emballa. Elle savait que Michael n'était pas encore en sécurité avec Victoria. Ces dernières semaines, chaque fois que Victoria restait seule avec son fils, l'enfant devenait agité et pleurait sans cesse. De plus, Esha avait remarqué de petits hématomes sur les bras de Michael qui apparaissaient mystérieusement après ces périodes. « Peut-être devrions-nous attendre le retour de M. Harrison pour en discuter, » suggéra diplomatiquement Esha, prenant Michael dans ses bras. Le bébé se blottit immédiatement contre elle, ce qui irrita clairement Victoria. « Je n'ai pas besoin de la permission de mon mari pour m'occuper de mon propre fils, » répliqua Victoria en tendant les bras vers Michael. Mais l'enfant se mit à pleurer et à s'accrocher à Esha. Le rejet de son fils fut comme une gifle pour Victoria, qui parut visiblement furieuse. Elise observait tout avec un intérêt croissant. « Mademoiselle Carter, vous interférez clairement dans la relation mère-enfant. C'est inapproprié. » Elle nota quelque chose dans son dossier, et Esha comprit qu'elle était en train d'être documentée pour quelque chose de sinistre. Plus tard dans la journée, lorsque Victoria sortit pour une consultation médicale, Esha décida d'enquêter. Dans le bureau de Victoria, elle trouva des papiers qui lui glacèrent le sang. Des documents d'une compagnie d'assurance, détaillant une police d'assurance vie de 5 millions de dollars au nom de Michael. La date de signature remontait à seulement 2 semaines avant l'accident qui avait conduit le bébé à l'hôpital. Ce qui la terrifia vraiment fut de trouver une enveloppe contenant des photos d'elle. Des images d'elle entrant et sortant du manoir, jouant avec Michael dans le jardin, parlant avec David. Quelqu'un documentait chacun de ses mouvements depuis des semaines. Et au verso d'une des photos, une annotation écrite à la main qu'elle reconnut comme étant d'Elise, preuve de comportement inapproprié, proximité excessive avec l'employeur. Cette nuit-là, David appela de New York. Sa voix sonnait fatiguée et inquiète. « Comment va Michael ? Et Victoria, elle se comporte bien ?» Il y avait quelque chose dans sa question qui suggérait qu'il soupçonnait lui aussi quelque chose. Esha hésita. Devait-elle lui parler de ses découvertes? Des conversations mystérieuses, des photos, des documents d'assurance? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Victoria apparut à la porte de la chambre de Michael, écoutant la conversation. « Tout est parfait ici, mon amour », cria Victoria assez fort pour que David l'entende de l'autre côté du fil. Michael grandit si vite. Et Esha? Eh bien, Esha prend sa place dans notre famille. Le ton menaçant ne passa pas inaperçu. Esha comprit qu'on la mettait en garde pour qu'elle garde le silence. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que David avait discrètement installé des enregistreurs dans plusieurs pièces de la maison avant de partir. Lui aussi soupçonnait Victoria et voulait des preuves concrètes. « Je dois raccrocher, » dit David abruptement. « Je rentrerai à la maison demain plus tôt que prévu. » Après la fin de l'appel, Victoria s'approcha d'Esha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que tu comprends ta position ici, ma chère. Certaines personnes commettent l'erreur de se mêler d'affaires qui ne les regardent pas. Et ces personnes, eh bien, elles finissent par se faire du mal. » La menace était claire. Esha serra Michael contre elle, sentant le cœur du bébé battre contre le sien. Elle savait qu'elle était au centre de quelque chose de dangereux, mais ne comprenait pas encore toute l'étendue de la conspiration qui se formait autour d'elle. Esha ne dormit pas cette nuit-là. Chaque bruit dans le manoir la faisait sursauter, imaginant Victoria ou Elise s'approchant de la chambre de Michael. Elle avait verrouillé la porte et poussé une chaise contre elle, gardant le bébé dans le berceau à côté de son lit. Michael dormait paisiblement, ignorant le danger qui les entourait. Le matin, Esha prit une décision qui allait tout changer. Elle ne pouvait pas simplement attendre passivement qu'il arrive quelque chose de terrible. Elle devait agir, mais intelligemment. Elle se rappela de son cousin Marcus, qui travaillait comme technicien en électronique à Détroit. Il y a des années, il lui avait appris à propos des dispositifs d'enregistrement lors d'un été où elle lui avait rendu visite. Pendant que Victoria dormait tard, Esha commença sa mission secrète. Avec son propre argent économisé,
Elle acheta en ligne de petits enregistreurs numériques qui seraient livrés le jour même. La technologie était de son côté, des dispositifs minuscules pouvant être facilement cachés n'importe où. Cachée derrière la porte de la bibliothèque, elle découvrit l'identité de la personne mystérieuse au téléphone. De l'autre côté de la ligne se trouvait Thomas Brennan, avocat spécialiste en assurance vie. « L'accident doit sembler naturel », chuchotait Victoria. « Et la nounou doit être présente pour témoigner. Ainsi, il n'y aura aucun soupçon sur moi. » Esha faillit s'évanouir en comprenant tout. Victoria ne prévoyait pas seulement de blesser Michael, elle planifiait de le tuer pour toucher l'assurance vie. Et Esha serait utilisé comme témoin involontaire, garantissant que Victoria ne soit pas suspectée. Le plan était diabolique dans sa simplicité. « Et la domestique ?» demanda la voix de l'avocat au téléphone. « Elle en sait trop. »« Élise s'en occupera, » répondit Victoria froidement. « Un accident domestique. Elle a glissé dans les escaliers, s'est cogné la tête. Ça arrive tout le temps avec des domestiques inexpérimentés. » Les photographies qu'Élise prenait serviraient à construire un profil d'Esha comme employée négligente et problématique. Elle documenterait des erreurs supposées et des comportements inappropriés pour justifier son renvoi ou, pire encore, créer un alibi pour l'accident qu'elle prévoyait. Esha enregistra toute la conversation sur son portable, mais savait qu'elle avait besoin de plus de preuves. Pendant les 2 jours suivants, elle installa discrètement les petits enregistreurs à des endroits stratégiques. Dans le bureau de Victoria, dans la pièce où Élise gardait ses documents, et même dans la chambre principale. Ce qu'elle découvrit dépassa ses pires attentes. Victoria et Élise planifiaient cela depuis des mois. Thomas Brennan n'était pas seulement un avocat, il était l'amant de Victoria depuis avant la naissance de Michael. Ensemble, ils avaient conçu un plan élaboré pour éliminer David et Michael, laissant Victoria comme seule héritière de la fortune Harrison. Victoria avait menti sur sa sobriété. Les marques d'aiguilles sur ses bras étaient soigneusement maquillées, et elle continuait à consommer de l'héroïne quotidiennement. Pire encore, elle mélangeait de petites doses de drogue dans le biberon de Michael, le rendant somnolent et faible pour faciliter l'accident final. David revint de New York jeudi matin, trouvant Esha visiblement tendue au petit déjeuner. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant ses cernes. Victoria et Élise observaient la conversation comme des vautours attendant une carcasse. « Juste un peu fatigué », répondit Esha, mais ses yeux suppliaient qu'il comprenne que quelque chose n'allait pas. David saisit le signal, mais ne pouvait pas agir ouvertement devant Victoria et Élise. Cet après-midi-là, alors que Victoria sortait pour une autre prétendue consultation médicale, David appela Esha dans son bureau privé. « J'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, » dit-il en fermant la porte. « Quelque chose se passe dans cette maison, et je peux voir dans tes yeux que tu sais quoi. » Esha prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Elle montra à David tous les enregistrements, les documents qu'elle avait trouvés, les photos qu'Élise collectionnait. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, le visage de David se transforma en un mélange d'horreur, de colère et de détermination. « Mon Dieu !» murmura-t-il en entendant Victoria discuter du meurtre de Michael. « Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'aurais jamais imaginé. » Ses mains tremblaient en tenant les photos de son fils secrètement drogué. David révéla alors son propre secret à Esha. Ces derniers mois, il avait engagé un détective privé pour surveiller Victoria. Il soupçonnait qu'elle volait dans la famille, mais n'avait jamais imaginé que la situation était aussi grave. Le détective avait découvert que Victoria devait plus de 200 000 $ à des trafiquants dangereux. « Elle a tué notre première nounou », confessa David, laissant Esha complètement choquée. Sarah Williams. Ils l'ont trouvée au fond de la piscine il y a 6 mois. Ils ont dit que c'était un accident, mais maintenant je connais la vérité. Sarah a dû découvrir quelque chose, tout comme toi. Nous devons agir aujourd'hui, dit David avec urgence. Le détective a découvert que Victoria a fixé quelque chose pour demain soir. Quelque chose qu'elle appelle « solution finale » dans ses messages avec Thomas. Esha sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. Ce n'était pas seulement sa vie en jeu, c'était la vie de Michael, un bébé innocent qui dépendait entièrement d'elle pour survivre. Son esprit travaillait vite, élaborant un plan risqué. « J'ai une idée, » dit-elle à David, « mais cela exigera du courage de notre part à tous les deux. Et tu dois me faire entièrement confiance. » David regarda dans les yeux déterminés d'Esha et y vit la même force qui l'avait impressionné le jour où elle avait sauvé Michael. « Dis-moi ce que je dois faire. » Pendant ce temps, à l'étage, Victoria et Élise finalisaient les détails de leur plan macabre. « Demain soir sera parfait, » disait Victoria. « David sera en réunion du conseil jusqu'à tard. La nounou sera seule avec Michael. Une fuite de gaz dans sa chambre, une tragédie terrible. »
Élise sourit froidement. Et toi, tu seras au spa, avec un alibi parfait. Thomas a déjà préparé tous les documents d'assurance. En une semaine, tu seras une riche veuve libre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque mot était enregistré, et Keisha et David tramaient déjà le piège parfait pour révéler la vérité et protéger Michael d'une bonne fois pour toutes. Le vendredi soir, David fit semblant de partir pour la réunion du conseil comme prévu. Il mit son costume, prit la mallette exécutive et dit assez fort pour que Victoria et Élise entendent « Je reviendrai tard ». Ne m'attendez pas éveillé. Mais au lieu d'aller au bureau, il gara la voiture à 2 rues du manoir et revint à pied, entrant par la porte arrière qu'Esha avait laissée déverrouillée. Esha coucha Michael plus tôt que d'habitude, s'assurant que le bébé était en sécurité dans son berceau. Elle avait préparé un biberon spécial, cette fois, sans les drogues que Victoria ajoutait en secret. Le plan était risqué, mais c'était la seule chance de sauver Michael et de révéler la vérité. À 9 heures du soir, Victoria apparut dans la chambre d'Esha avec une expression faussement inquiète. Michael tousse beaucoup. Je pense que nous devrions l'emmener au sous-sol, où l'air est plus frais. C'était une excuse ridicule, mais Esha fit semblant d'y croire. Bien sûr, Madame Harrison. Je vais le chercher. Esha prit Michael dans ses bras, remarquant que Victoria portait un petit sac qui sentait le gaz. Son cœur battait la chamade, mais elle garda son calme en apparence. David était caché dans le placard de la chambre principale, surveillant tout via un interphone qu'Esha avait placé stratégiquement. Ils descendirent les escaliers vers le sous-sol. Élise les attendait en bas, tenant un registre qu'elle avait accidentellement laissé ouvert. L'odeur de gaz naturel commençait à se répandre dans la pièce fermée. « Quel dommage !» dit Élise avec sarcasme, « on dirait que nous avons une fuite. Mademoiselle Carter, vous auriez dû vérifier les équipements avant d'amener l'enfant ici. » « Je n'ai jamais emmené Michael au sous-sol avant, » répondit Esha, protégeant le bébé contre sa poitrine. « C'est Madame Harrison qui l'a suggéré. » Victoria rit cruellement. « Ce sera votre parole contre la mienne, ma chère. Et à qui crois-tu qu'ils vont faire confiance ? À la femme de David Harrison ou à une employée noire sans référence ?» À ce moment-là, les lumières du sous-sol s'éteignirent complètement. Élise avait coupé l'électricité, comme prévu. Dans l'obscurité totale, Esha entendit le bruit d'un briquet qui s'allumait. Victoria comptait incendier le lieu, provoquant une explosion qui tuerait à la fois Esha et Michael, tandis qu'elle s'échapperait par l'arrière de la maison. « Adieu, Esha Carter », murmura Victoria dans l'obscurité. « Tu aurais dû garder la bouche fermée. » Mais ce que Victoria n'attendait pas, c'était ce qui se passa ensuite. Les lumières du sous-sol se rallumèrent soudainement, éblouissant tout le monde. David Harrison se tenait dans l'escalier, accompagné de 2 détectives de la police de Los Angeles et d'un agent du FBI spécialisé en crimes financiers. « Lâche le briquet, Victoria », dit David d'une voix ferme et contrôlée. « C'est fini. » Victoria resta paralysée, tenant toujours le briquet allumé. Élise tenta de fuir, mais un des détectives la bloqua rapidement. « David, tu ne comprends pas », cria Victoria désespérément. « Elle essaie de voler notre famille. Cet employé te manipule. » « La seule personne qui a essayé de voler ma famille, c'est toi, » répondit David, prenant Michael des bras d'Esha et le remettant à un des officiers. « J'ai des enregistrements de toutes tes conversations avec Thomas Brennan. Je sais pour l'assurance vie. Je sais pour Sarah Williams. Et je sais que tu droguais notre fils. » L'agent du FBI avança. « Victoria Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance, trafic de drogue et meurtre au premier degré. » Les menottes brillèrent sous la lumière du sous-sol lorsqu'elles furent attachées au poignet de Victoria. Élise tenta un dernier coup désespéré. « Monsieur Harrison, je peux tout expliquer. J'essayais juste de vous protéger. Cette femme est dangereuse. » Mais David avait aussi des enregistrements d'elle, planifiant la mort d'Esha dans les moindres détails. « Élise Morton, » annonça le 2e détective, « vous êtes également arrêtée en tant que complice de tentative de meurtre et de conspiration. » Victoria se tourna vers Esha avec une haine pure dans les yeux. « Tu as détruit ma vie, espèce de... » « J'ai sauvé la vie de ton fils, » interrompit Esha avec dignité. « 2 fois. Et je le referai sans hésiter. » Alors que Victoria et Élise étaient emmenées par les policiers, la vérité complète fut enfin révélée. Le détective privé que David avait engagé présenta des preuves dévastatrices. Victoria avait lentement empoisonné Sarah Williams avec de petites doses de poison à rat pendant des semaines, jusqu'à ce que la nounou meure noyée dans la piscine. Thomas Brennan avait falsifié des documents médicaux pour cacher le véritable état de santé de Victoria. Plus choquant encore, Victoria n'avait jamais arrêté de consommer de la drogue.
Les analyses de sang qu'elle faisait soi-disant en clinique de réhabilitation étaient fausses, achetées avec de l'argent volé à la famille Harrison. Elle avait continué à utiliser de l'héroïne pendant toute sa rémission, injectant même de petites quantités à Michael pour le garder docile. David serra les mains d'Esha au milieu du sous-sol où ils avaient failli mourir. « Tu n'as pas seulement sauvé Michael. Tu m'as aussi sauvé. J'étais aveugle. Je refusais la réalité parce que je ne voulais pas accepter que la femme que j'aimais était devenue un monstre. » Les larmes coulaient sur le visage d'Esha, des larmes de soulagement, d'épuisement et de gratitude. Michael était en sécurité. David était en sécurité. Et Victoria ne pourrait plus jamais leur faire de mal. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Esha, encore tremblante des événements de la soirée. David sourit pour la première fois depuis des mois. « Maintenant, tu deviens officiellement partie de cette famille. Pas comme employé, mais comme la personne qui a sauvé tout ce qui compte pour moi. » Les ambulanciers arrivèrent pour examiner Michael, confirmant qu'il était en bonne santé malgré les drogues que Victoria lui avait données ces dernières semaines. Le bébé sourit à Esha quand elle le reprit dans ses bras, comme s'il savait qu'il était enfin en sécurité. Thomas Brennan fut arrêté dans son bureau 2 heures plus tard, en train d'essayer de détruire des preuves. Le réseau de corruption qu'il avait construit avec Victoria s'effondra complètement. Des documents révélèrent qu'ils avaient aussi prévu d'assassiner David, en organisant un « accident de voiture » par des criminels que Victoria connaissait via son trafiquant. La justice était enfin rendue. Mais pour Esha, la véritable victoire ne résidait pas dans l'emprisonnement des coupables. Elle était dans le sourire de Michael et la gratitude sincère de David. Elle avait protégé une famille, au risque de sa propre vie. 6 mois après le cauchemar au sous-sol, le manoir Harrison s'était complètement transformé. Les murs qui résonnaient autrefois de tension et de peur vibraient maintenant des rires de Michael, qui avait appris à marcher et courait dans les couloirs en appelant « Isha ». Isha. Chaque fois qu'il voyait Esha. Le procès de Victoria Harrison a dominé les gros titres nationaux pendant des semaines. Thomas Brennan a été condamné à 15 ans de prison pour conspiration et fraude. Elise Morton a écopé de 10 ans en tant que complice. Mais Victoria a affronté la peine la plus lourde. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres de Sarah Williams et la tentative de meurtre contre Michael et Esha. Au cours du procès, des détails horrifiants ont été révélés. Victoria avait commencé à droguer Michael dès qu'il avait 6 mois, provoquant des retards dans son développement que les médecins avaient d'abord attribués à un développement naturellement plus lent. Elle avait volé plus de 2 millions de dollars à la famille Harrison sur 3 ans, vendant tout, des bijoux anciens aux actions de l'entreprise. Sarah Williams, l'ancienne nounou, avait découvert la police d'assurance vie et avait confronté Victoria. La nuit de sa mort, Sarah avait appelé David pour tenter de dire la vérité, mais Victoria avait intercepté l'appel. 2 heures plus tard, Sarah était morte, et Victoria prétendit l'avoir trouvée, accidentellement noyée, dans la piscine. Le courage d'Esha pour révéler la vérité a sauvé non seulement Michael, mais potentiellement des dizaines d'autres enfants. L'enquête a révélé que Thomas Brennan utilisait le même stratagème avec d'autres familles riches, visant toujours des couples en crise conjugale et avec des assurances vie substantielles. David n'a plus jamais été le même homme après avoir découvert l'ampleur de la trahison de Victoria. Pendant des mois, il s'est reproché de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» demandait-il souvent à Esha lors de leurs longues conversations nocturnes dans le jardin du manoir. « Tu as fait confiance à la personne que tu aimais, » répondait toujours Esha. « Ce n'est pas une faiblesse. C'est de l'humanité. » La relation entre David et Esha a évolué naturellement au fil des mois. Elle n'était plus seulement la nounou de Michael, mais était devenue conseillère, confidente, et peu à peu, la personne en qui David avait le plus confiance au monde. Michael l'appelait « maman », sans que personne ne le lui ait appris, et David ne corrigeait jamais l'enfant. Une nuit de décembre, alors qu'il regardait Michael jouer avec ses cadeaux de Noël en avance, David trouva enfin le courage d'exprimer ce qu'il ressentait depuis des mois. « Esha, je sais que notre situation est compliquée. Mais tu es devenue plus importante pour moi et pour Michael que je n'aurais jamais imaginé. » Esha sentit son cœur s'accélérer. Elle aussi avait développé des sentiments profonds pour David, mais avait toujours pensé que ce serait inapproprié de les exprimer. « David, Laisse-moi finir, » interrompit-il doucement. « Tu as sauvé ma famille d'une manière qui va au-delà du physique. Tu as apporté de la lumière dans une maison qui était plongée dans l'obscurité depuis des années. Tu as montré à Michael ce qu'est le véritable amour. Et tu m'as appris que la famille ne se définit pas par le sang ou le mariage, mais par ceux que nous choisissons de protéger et d'aimer. » Michael courut vers eux à ce moment-là, serrant les jambes des deux et riant joyeusement. C'était comme si l'enfant savait enfin qu'il avait une famille réelle et complète. « Esha Carter, » dit David en s'agenouillant sur le sol du salon où tout avait commencé des mois plus tôt. « Veux-tu m'épouser »
Pas par gratitude ou convenance, mais parce que je t'aime et que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Les larmes qui coulèrent sur le visage d'Aisha n'étaient pas de tristesse, mais de pure joie. La fille qui avait grandi sans père, qui avait lutté pour chaque opportunité dans la vie, qui avait tout risqué pour sauver un enfant qu'elle connaissait à peine, avait enfin trouvé sa place dans le monde. « Oui », murmura-t-elle en prenant Michael dans ses bras, tandis que David la serrait contre lui. « Oui, j'accepte. » Le mariage eut lieu au printemps suivant, lors d'une cérémonie intime dans le jardin du manoir. Michael, désormais âgé de 2 ans et en parfaite santé, fut le page, portant les alliances sur un petit coussin qu'il insistait pour appeler « le trésor de maman Isha ». Pendant la cérémonie, David prit soin de mentionner dans ses vœux « Aisha m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais de faire ce qui est juste même quand on est terrifié. Elle a sauvé mon fils quand je n'étais pas là pour le protéger. Elle a révélé la vérité alors qu'il aurait été plus sûr de rester silencieux. Et elle m'a montré que le véritable amour vient parfois des endroits les plus inattendus. » La famille qu'Aisha forma avec David et Michael n'effaça pas ses origines modestes. Au contraire, elle utilisa sa nouvelle position pour aider les autres. Elle créa une fondation offrant des bourses d'études aux jeunes issus de communautés défavorisées, surtout aux femmes noires qui rêvaient d'études supérieures mais n'avaient pas les moyens. Elle établit aussi un programme de formation pour les employés domestiques, leur apprenant à reconnaître les signes d'abus sur enfants et de violences domestiques. « Personne ne devrait revivre ce que Sarah Williams a vécu, » disait-elle lors de ses conférences. Et aucun enfant ne devrait souffrir en silence comme Michael. 3 ans après le mariage, Aisha était enceinte de jumeaux. Michael, désormais âgé de 5 ans, était ravi à l'idée de devenir grand frère. Il ne se souvenait ni de Victoria ni des jours sombres de sa petite enfance. Pour lui, Aisha avait toujours été sa mère, et David avait toujours été son héros. David transforma l'ancien bureau de Victoria en chambre d'enfant pour les jumeaux, peignant les murs de couleurs joyeuses et remplissant l'espace de jouets et de livres. C'était une manière symbolique d'effacer complètement le passé sombre et d'embrasser l'avenir brillant qu'Aisha avait rendu possible. Lors d'une interview télévisée sur sa fondation, Aisha fut interrogée sur son parcours extraordinaire. « Beaucoup de gens me demandent si je regrette d'avoir tout risqué cette nuit-là, » dit-elle, tenant la main de David tandis que Michael jouait à leurs pieds. La réponse est simple, jamais. Quand on voit un enfant en danger, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a que ce qui est juste. Le véritable amour, continua-t-elle, ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni origine. Il arrive quand on s'y attend le moins et nous défie d'être meilleur que ce que nous pensions possible. Michael m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. Il m'a appris que la famille, c'est ce que nous choisissons de protéger de notre propre vie. L'histoire d'Aisha Carter prouva qu'une seule personne peut changer le destin d'une famille entière. Que le courage et l'amour sont plus puissants que l'argent et l'influence. Et que parfois, les plus grandes bénédictions viennent déguisées en plus grands dangers. Michael grandit en sachant que sa vie avait été sauvée par l'amour inconditionnel d'une femme extraordinaire. Et Aisha comprit enfin que le fait d'être vue, valorisée et aimée ne dépendait pas d'où elle venait, mais de qui elle choisissait d'être dans les moments les plus difficiles. Si cette histoire a touché votre cœur et montré comment l'amour peut transformer des vies, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes de courage et de détermination qui prouvent que les héros existent